Bienvenue dans l'épisode 23 de l'alchimie d'un roman. Et moi je suis un vénard car je rentre d'un voyage au Japon, mais je ne rentre pas les mains vides et je vous ai rapporté un petit souvenir. Il s'agit d'un roman emblématique de la littérature japonaise, Le Pavillon d'Or de Yukio Mishima. Et tout japonais qu'il soit, ce roman n'en est pas moins constitué de nos 4 bons vieux éléments alchimiques: l'eau, le style qui s'écoule, l'air, la fiction qui nous élève, la terre, le milieu où le roman prend racine, et le feu, le message qui brûle derrière les mots. La cuisine habituelle donc, mais attention, le roman d'aujourd'hui n'est pas une pièce facile, alors on s'arme de courage et on y va. Et pour commencer notre voyage aux antipodes, faisons ensemble le résumé du Pavillon d'Or en 1 minute chrono. Il n'existe nulle chose au monde qui égale en beauté le Pavillon d'Or. Voilà ce que Mizoguchi, un jeune prêtre bouddhiste, zen pour être plus précis, entend de la bouche de son père depuis son plus jeune âge. Un personnage donc élevé sous les auspices de la beauté idéalisée avec un B majuscule, alors que lui-même n'a pas un physique facile et qu'il parle en bégayant. À la mort de son père, Mizoguchi intègre le monastère de Rokuon, dans les jardins duquel se dresse le fameux Pavillon d'Or. Sa mère espère en secret qu'il deviendra un jour le prieur du temple. Mizoguchi découvre le Pavillon d'Or et se met à vivre sous l'influence pesante de cette beauté idéale. Survient la Deuxième Guerre mondiale, et Mizoguchi, un peu perturbé, se met à souhaiter que le Temple d'Or soit détruit par un bombardement. Mais à la fin de la guerre, le monument est intact, vient l'occupation américaine, Mizoguchi tente de vivre malgré tout, il recherche la compagnie des femmes, mais à chaque fois, l'image du Pavillon d'Or lui apparaît et l'empêche de conclure. Il finit par se révolter contre l'autorité de sa mère et du prieur du temple, il finit par incendier le Pavillon d'Or et avec lui, le symbole de la beauté. Alors, au départ, l'histoire du Pavillon d'Or est un fait divers. Le véritable Pavillon d'Or, situé dans la ville de Kyoto, fut incendié par un jeune moine le 1er juillet 1950. Il a été reconstruit depuis, on peut le visiter et il est toujours aussi superbe. Et ainsi, l'histoire racontée par Mishima est, dans ses grandes lignes, une histoire vraie. Mishima a enquêté un minimum sur les motivations du véritable incendiaire, la succession du prieur, l'ambition de sa mère, etc. Bref, c'est un grand classique de la littérature. Madame Bovary, par exemple, était aussi tirée d'un fait divers. Voilà donc la terre dans laquelle le Pavillon d'Or prend racine. La forme du récit d'ailleurs est autobiographique. Mishima raconte l'histoire comme s'il était Mizoguchi lui-même. Il utilise des formules du genre « un petit fait me revient en mémoire » qui nous font croire qu'on se trouve dans la pièce où Mizoguchi est en train d'écrire. Mais rapidement, le roman prend de l'altitude. D'abord, on est saisi par le style, l'élément de l'eau, et surtout par les images qu'utilise Mishima. Le roman est très esthétique, presque graphique, nous reviendrons sur ce point plus tard. Et puis l'action est lente et l'intrigue est parsemée de longues phases de réflexion. Ce n'est plus une histoire factuelle, mais un récit qui tend à l'abstraction, un conte philosophique, c'est-à-dire un récit exemplaire destiné à illustrer une ou plusieurs questions de philosophie. Oui, mais lesquelles ? Alors, le thème philosophique du Pavillon d'Or, c'est évidemment celui de la beauté. Pensez-y 5 minutes et vous comprendrez tout de suite que ce n'est pas un thème facile. Qu'est-ce que la beauté ? Qu'est-ce qui est beau ? Qu'est-ce qui est laid ? Est-ce un idéal ou une réalité ? Et puis à quoi sert la beauté ? Pourquoi recherchons-nous la beauté dans le monde qui nous entoure ? Et Mishima va tenter de répondre à ces questions, c'est son message. Il va y répondre à travers l'histoire de Mizoguchi et la question centrale qui hante le lecteur depuis la première page: pourquoi Mizoguchi va-t-il en arriver à incendier le Pavillon d'Or, pourtant symbole de la beauté ? Personnellement, je vois 3 réponses à cette question. Mais comme nous le verrons par la suite, rien n'est simple au pays du soleil levant et je suis certain que vous trouverez des dizaines d'autres interprétations. Alors la première explication est une explication psychanalytique, une explication très occidentale du comportement de Mizoguchi. Mishima raconte qu'enfant, en vacances, Mizoguchi surprend sa mère dans le lit d'un ami de famille. Son père présent lui cache les yeux. Et ainsi chargé par la trahison de sa mère et la lâcheté de son père, Mizoguchi attaque la vie avec un bon bagage de névrosé. Le Pavillon d'Or, à la base, est l'idéal de beauté du père de Mizoguchi, et on peut comprendre qu'il le brûle pour symboliquement tuer son père, comme disait Freud. Aussi, pendant tout le roman, sa mère le pousse à devenir le prieur du temple de Rokuon, et il pourrait brûler le temple pour se débarrasser de l'ambition de sa mère. Sans parler des visions du pavillon qui lui reviennent juste au moment de coucher avec une femme. Mizoguchi parle de l'amour charnel comme d'un acte pareil à la mort. La beauté du Pavillon d'Or est une présence castratrice. Alors mettez-vous à sa place, il n'en faut pas plus pour incendier tout ce bazar. Bon, voilà une première explication. Mais avouez qu'elle n'est pas très satisfaisante, principalement parce qu'elle est propre à l'histoire individuelle de Mizoguchi. On reste proche de la Terre, c'est-à-dire de l'histoire réelle et du fait divers. On explique pourquoi ce personnage particulier, Mizoguchi, avait de bonnes raisons de brûler ce temple.
Or, on attend d'un conte philosophique une portée un peu plus universelle. Heureusement, il nous reste 2 explications. La deuxième explication est esthétique, parce que le roman de Mishima est d'abord un hymne à la beauté, ce thème est omniprésent. Et en premier lieu, il est porté par le style, l'élément de l'eau. Écoutez par exemple cette description. Dans le terrain vague, les camomilles sauvages prospéraient comme du chien-dent. Le sol était jonché de vieux papiers et de bouteilles vides. Quelques gamins s'étaient glissés là et s'entraînaient au baseball. Leur voix criarde faisait ressortir le silence des classes désertes, dont on apercevait par les vitres cassées les rangées de pupitres poussiéreux. On est saisi par les vocations, par l'atmosphère qui se dégage de ces lignes, au point que le texte devienne souvent des images, comme des peintures à l'encre. Mishima l'évoque parfois très clairement en décrivant par exemple la blanche falaise comme fouettée par un puissant embrun d'encre de Chine. Ce que décrit Mishima n'est donc plus la réalité, c'est un tableau, c'est une œuvre, c'est un idéal. Et voilà le nœud de l'affaire, car le Japon est une société de l'idéal. Là-bas, on appelle ça la voie, c'est le do que l'on retrouve dans Judo, la voie de la souplesse, Bushido, la voie du guerrier, ou Sado, la voie de la cérémonie du thé. Pour chaque chose, il existe un idéal, une forme parfaite que l'on cherche à approcher au long de sa vie. Et le pavillon d'or représente ainsi la forme idéale de la beauté, une sorte de voie de la beauté. Et voilà ce qui pose un problème à Mizoguchi, le fait que cet idéal de beauté s'incarne dans un objet bien réel. D'ailleurs, la première fois qu'il voit le pavillon d'or, il ne le trouve pas beau, et il dit « Je misais non pas tant sur sa beauté intrinsèque que sur ma propre aptitude à imaginer cette beauté. » Puis quand il rentre chez lui, il le trouve plus beau qu'avant, comme si le fait de l'avoir vu laid dans la réalité renforçait la beauté de son idéal. Ok, c'est une explication. Mizoguchi brûle le pavillon d'or pour effacer le réel et tendre vers un idéal de beauté. Oui, ça semble convaincant, mais on reste insatisfait. En particulier parce qu'à certains endroits de l'histoire, Mizoguchi défend pile l'opinion inverse, en disant par exemple « Rien de plus naturel que guerre et alarme, monceaux de cadavres et fleuves de sang, fût-ce pour la beauté du pavillon d'or, source de richesse neuve. » Comme si au contraire, l'idéal avait besoin de la laideur du réel pour paraître plus beau. Nous voilà donc en pleine panade, passons vite à la dernière explication. La troisième explication est spirituelle, elle concerne la vie, la mort et le temps qui les unit. Car la beauté au Japon est intrinsèquement liée au temps. D'abord, la beauté est éternelle, c'est un idéal comme on vient de le voir, et un idéal ça ne change jamais, donc a priori la beauté est en dehors du temps. Mais le symbole japonais de la beauté, outre le pavillon d'or, ce sont les pétales des fleurs de cerisier qui au printemps fleurissent le Japon tout entier. Et quel est le paroxysme de la beauté des cerisiers en fleurs ? C'est justement le moment où les pétales tombent en pluie sur les épaules des passants, autrement dit le moment éphémère où la beauté meurt. Et voilà, alors que la beauté est éternelle, son paroxysme est éphémère. Quand le jeune Mizoguchi est témoin de la mort d'Uiko, une jeune fille qu'il trouve très belle, il pense « De toute la vie d'Uiko, il ne se retrouverait plus une minute où le visage de la jeune fille fut aussi beau qu'en ce moment. » La beauté se concentre dans un instant fugace. Juste au moment d'allumer le feu qui détruira le pavillon d'or, Mizoguchi s'enivre de ce qu'il appelle une pause terrifiante. Le temps s'arrête, l'éphémère dure une éternité. L'incendie du pavillon d'or serait ainsi pour Mizoguchi le moyen d'atteindre un paroxysme de la beauté et de générer cet instant parfait à la fois éphémère et éternel. Et on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec le suicide de Mishima qui mettra en scène son éventration au sabre, le fameux seppuku des samouraïs, dans une sorte de happening macabre. Mishima qui a incontestablement organisé son suicide comme une œuvre d'art en pleine époque les années 60 où les happenings étaient une forme d'expression éphémère. Bon, tout ça c'est très bien, nous avons nos 3 explications et notre bon esprit occidental et cartésien devrait s'en contenter. Mais non, car à la fin de ce roman étrange, on garde l'impression que peut-être, sans doute, on n'a pas tout compris. Et oui, avec Mishima, nous sommes au Japon et on ne peut pleinement comprendre son roman qu'en essayant de nous fondre dans cette culture. Je vous propose donc de chausser vos getas et de franchir avec moi le dernier pas. Le Japon est nourri de philosophie bouddhiste, et plus particulièrement du bouddhisme zen. Mizoguchi est un moine bouddhiste, le pavillon d'or est un temple bouddhiste, et au cours du roman, à plusieurs reprises, Mizoguchi s'interroge sur le sens d'une petite histoire apparemment anodine, Nansen tue un chat. C'est un cas issu d'un recueil appelé le Mumonkan, il raconte l'histoire d'un chat perdu dans un temple. 2 jeunes moines se disputent le droit de dorloter le chat. Le prieur arrive, si l'un d'entre vous peut dire le mot, le chat est sauvé, sinon il meurt. Les moines ne disent rien, le prieur tue le chat,
Un autre moine arrive et on lui demande son avis. Comme toute réponse, il enlève sa sandale et la pose sur sa tête. Le prieur dit « Ah, si seulement tu avais été là, le chat aurait été sauvé. » Bon, vous êtes comme moi, et vous êtes d'ailleurs comme Mizoguchi, vous n'y comprenez rien. Et justement, c'est là toute l'utilité de ces cas philosophiques. Dans le bouddhisme zen, on appelle cela des koans. Ce sont des problèmes qui suscitent la réflexion. Le sage dit « Il ne faut pas résoudre le koan, mais le dissoudre et se dissoudre soi-même. Il ne faut pas chercher de solution rationnelle, il faut accepter le problème, le dissoudre en soi et en tirer une sagesse inexplicable, une compréhension personnelle qui ne repose pas sur un raisonnement. » Et nous y voilà. À mon avis, la plus belle explication qu'on puisse trouver à ce roman, c'est que le pavillon d'or de Mishima est un koan. C'est une histoire exemplaire qui nous pose le problème de la beauté à la manière d'un cas bouddhiste du Mumonkan. Il nous revient, à nous lecteurs, de nous dissoudre dans son histoire, dans la beauté de son style et de ses images, pour en tirer une compréhension personnelle, intime, qu'il nous sera impossible d'expliquer. Mes 3 explications sont comme les discussions infinies qu'ont les moines autour de la mort du chat. Elles ne répondent à rien, mais elles aident à progresser sur la voie de la sagesse. Au Japon, on dit que l'intelligence naît de l'aimai, c'est-à-dire l'ambiguïté. Au Japon, la recherche de réponses nettes et définitives est le signe d'un esprit grossier. Alors merci d'avoir écouté avec attention cet épisode un peu difficile, et puis merci de votre soutien et de votre grande fidélité. Vous pouvez vous abonner à mes vidéos sur YouTube afin d'être averti à chaque nouvel épisode, il vous suffit de cliquer sur ce bouton. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook ou me retrouver dans le cadre plus large de la Vidéothèque d'Alexandrie, un groupe de vidéastes pédagogues spécialisés dans les sciences, l'histoire, le cinéma et tout ce genre de choses. Vous pouvez enfin vous attaquer à mon blog où j'essaie d'écrire un tas de choses intéressantes. Allez, il se fait tard, au revoir et à bientôt.